Bon, écoutez, je suppose que tout le monde entend l'anglais à peu près correctement. Ce monsieur Jeffrey Sachs a été remarquable. Bon, il a fait une analyse concrète, d'une situation concrète. Il a été clair. Il a dit les faits. Il a établi l'état des lieux. Bon, moi, en France, je dois dire que j'ai eu beaucoup de difficultés à me faire entendre. D'une façon générale, si vous mettez la télévision française, on va vous dire que Poutine est un assassin absolu, qu'il représente un régime ignoble, que si c'est possible, on va l'amener devant un tribunal, et que de l'autre côté, l'Ukraine, c'est splendide, qu'ils ont raison de A à Z, que quoi qu'ils fassent, c'est merveilleux, que de surcroît, ils se battront jusqu'à s'y récupérer tout ce qu'ils avaient à la veille de la guerre, avec la Crimée comprise. Bon, c'est un tissu, je dirais, de propagande. C'est de la propagande, c'est pas une analyse, c'est pas du tout l'établissement de l'état des lieux. M. Sachs a très bien dit, tout ça a été largement provoqué par les États-Unis. Je ne suis pas anti-américain. Je suis d'autant moins anti-américain que je sais qu'avec l'Europe faible que nous représentons, sans les Américains, nous ne sommes rien. Rien du tout. D'ailleurs, la façon dont nous suivons les États-Unis montre à quel point nous sommes peu de choses. Donc, les États-Unis, quand ils ont terminé la guerre, c'est-à-dire la guerre froide, ne se sont pas du tout contentés, comme l'avait espéré Fukuyama, de répandre un monde démocratique. Ils ont effectivement suivi, pour l'essentiel, le programme édité en 1997, 4 ans avant la fin, par Zbigniew Brzezinski. Qu'est-ce qu'il disait dans son bouquin, qui s'appelle The Grand Chessboard? Il disait, si on veut continuer à rester les numéros 1, il y a 3 choses. 1, il ne faut pas laisser l'Europe se renforcer et devenir une puissance qui puisse nous disputer une quelconque hégémonie. 2, surveiller les Chinois. Et surtout, repousser l'ex-URSS aux frontières de la Russie, Ukraine comprise. Pourquoi l'Ukraine comprise? Parce que sans l'Ukraine, la Russie n'est plus qu'une puissance asiatique, alors qu'avec l'Ukraine, elle est une puissance eurasiatique dangereuse. Eh bien, ils l'ont fait. C'est-à-dire qu'il était en principe oralement admis que l'OTAN, on ne l'élargirait pas. On l'a fait. Chaque fois qu'on a mis un État ex-satellite de l'URSS à l'intérieur de l'Europe, en tant qu'État européen, on l'a en même temps baptisé membre de l'OTAN. Et les Russes, plusieurs fois, ont dit il n'est pas question de ça. Entre-temps, la Russie des années 90, que j'ai connue moi dedans, j'y étais en 93, 94, 15, etc., était dans la misère. C'était minable. Ils suivaient en principe le modèle américain qu'on leur avait dit, pendant que des types comme Rodolowski vendaient le pétrole des Russes du côté américain, que c'était un véritable pillage, qu'on était dans la misère, que le rouble s'était effondré en 96-97. Enfin bref, quand M. Poutine est venu, il a rendu aux Russes conscience, disons, de leur propre identité, de leur propre force. Enfin bref, il leur a rendu une fierté. Bon, ça, c'est des choses qu'il faut dire. C'est pas pour ça que je le trouve sympathique. C'est pas pour ça que je suis pro-russe. Je constate. Moi, ce qui m'intéresse pas, c'est l'idéologie. Ce qui m'intéresse, c'est essayer de dire quel est l'état des lieux. Il y a 2 perceptions dans le monde, il ne peut pas y en avoir qu'une. Le point de vue des Russes, c'est nous avons été acculés, ils nous ont repoussés tout le temps, en 2004, en 2014, en 2008. En 2008, ils nous ont fait le coup de, ils veulent mettre dans l'OTAN, et ils le déclarent carrément, la Géorgie et l'Ukraine.
On a dit non. Pour nous, c'est la ligne rouge. Ils l'ont fait. Bon. Alors, entre-temps, soit dit par parenthèse, la démocratique Amérique elle intervient, après être intervenue au Vietnam, elle intervient en Irak, elle intervient en Afghanistan. Bref, ils sont extrêmement actifs. C'est eux qui sont en quelque sorte les fauteurs de guerre. Et en plus, en bluffant, c'est-à-dire en nous faisant croire que M. Saddam Hussein a des armes de destruction massive, en nous faisant croire que pendant qu'il est en train d'occuper le Koweït, il est en train de faire liquider des enfants dans une machine de puriculture. C'est la fille de l'ambassadeur qui répand de l'ambassadeur US qui répand la rumeur, etc., etc. Bon. C'est eux qui inventent également la guerre zéro mort. Qu'est-ce que ça veut dire, la guerre zéro mort? Ça veut dire que je ne veux plus perdre d'hommes, comme j'en ai perdu 58 000 au Vietnam. Maintenant, je vends une autre idée, je bombarde. Et ils vont effectivement bombarder en Irak. La grande coalition, où il y a des États arabes qui participent, et les seuls qui n'y participent pas, c'est l'Allemagne, la France et la Russie, parce que nous ne croyons pas qu'il y a des armes de destruction massive, va perdre, en l'espace de 5 semaines, 300 soldats. Jamais on a publié le nombre de soldats irakiens tués pendant la même période. Les services spéciaux britanniques ont fait une estimation qui n'a jamais été publiée. Certaines personnes le savent, dont moi, je ne suis pas le seul. Ils ont dit, nous estimons qu'il y a eu entre 70 000 et 100 000 morts du côté des soldats irakiens. On n'a pas annoncé le chiffre parce que 300 d'un côté et 70 000 minimum de l'autre, ça la foutrait mal. Voilà. Bon, c'est dans ce monde-là que nous vivons. Alors les Chinois mentent, les Russes mentent, mais nous, on raconte des salades. Il faut, quand on regarde sa propre propagande, il faut conserver son esprit critique et, si possible, sa lucidité, appuyée sur un minimum de savoir politique et historique. Il faut se fatiguer. Pas rester devant la télé comme un con. Voilà. Parce que finalement, 10 ans après, on ne sait rien de plus que ce qu'on vous a bourré dans le bout. Alors, donc les Russes, dans cette affaire, ont commis une erreur, c'est qu'ils sont rentrés en Ukraine, en Ukraine, à un moment où les services américains le savaient. C'est-à-dire que dès le premier jour, l'opération était foutue. Poutine a perdu. Il s'est replié sur un plan B, tout à fait à côté à sa propre frontière, dans une zone où il est solidement établi, avec la Crimée qui de toute façon avait été donnée en 1954 par le Khrouchtchev, qui était lui-même ukrainien, à une époque où d'ailleurs on pensait que l'Union soviétique n'allait pas disparaître. Ensuite, dans des territoires comme le Donetsk, Louhansk, etc., qui sont non seulement russophones, mais qui étaient russes, qui, soit dit par parenthèse, pour ceux qui ont un peu de culture politique, appartiennent au patriarcat de Moscou, de la même façon que, pour ceux qui ont un peu de culture historique sur qu'est-ce que c'est que l'Ukraine, ils savent que l'ouest de l'Ukraine, Uliat, est rattaché à Rome. Bon, voilà des choses que j'ai rarement, ou sinon jamais entendues en France. Bon, il faut savoir que ce sont des constructions relativement récentes. L'Ukraine n'existe pas depuis toujours, et elle n'est pas, comment dirais-je, pensable que telle qu'on la trouve à la veille du 22 février. Bon. Comment cette guerre va finir? Ben, elle va finir par une négociation. Impossible qu'elle finisse autrement. Pourquoi? Les Russes
ont perdu, c'est-à-dire la mainmise sur le tout et un pouvoir qui leur soit soumis, c'est perdu. Mais les Russes ne peuvent pas perdre, au sens d'être battus. Et ce qu'on raconte M. Zelensky, un homme habile par ailleurs, c'est-à-dire on ne s'arrêtera que quand on aura tout récupéré, c'est du vent. Il dépend entièrement des États-Unis. Les États-Unis dépendent entièrement des élections de l'année prochaine. Et il est hautement probable que M. Biden va perdre et que de toute façon cette guerre va s'arrêter et que, en fait, jusqu'à présent, il est vrai qu'elle a profité aux États-Unis. Pourquoi? Ils se sont retirés d'Irak, en fait, après un échec politique. Ils se sont retirés de façon lamentable de l'Afghanistan. Si vous vous souvenez de comment ils se sont retirés. Bon. Et Dieu merci, Poutine fait l'erreur d'essayer de s'emparer de la capitale ukrainienne. Et les Américains apparaissent merveilleux, la main sur le cœur, the good guy as ever, et ils vont réussir à s'imposer comme les défenseurs de la démocratie, ils vont réussir à s'imposer comme ceux qui vont refaire un véritable bain de jouvence à l'OTAN avec les Finlandais et les Suédois qui veulent en faire partie, et ils veulent en plus être plus que jamais maîtres de la politique européenne. Car là, dans cette affaire, nous n'avons fait que suivre, comme l'a parfaitement dit Sachs. On n'a rien retiré. C'est eux, et leurs séides, qui ont liquidé le Nord Stream, qui nous coûtait moins cher. Et ils nous vendent leur pétrole à eux, de schiste, beaucoup plus cher. En d'autres termes, la domination américaine n'a jamais été aussi forte en Europe qu'elle l'est à l'heure actuelle. Voilà, le tableau, il est là. Maintenant, si vous continuez à penser que dans cette histoire, il y a un salaud absolu et un merveilleux, c'est votre affaire. Mais enfin, il faut comprendre, disons, que les choses sont plus complexes que ce qu'elles paraissent, et que, voilà, ce qui se passe, l'état des lieux, c'est ça. Bon, s'il y a des questions, je réponds. Une question alors, un jeune étudiant, Monsieur Philippe, qui voudrait poser une question. En même temps, avant, après, Monsieur Philippe. Vous dites qu'il va y avoir une négociation de paix. Quel sera le contenu de cet accord de paix? Qu'est-ce qu'il y a comme contenu? L'accord de paix, c'est que les Ukrainiens ont gagné leur indépendance. Oui, d'accord. Ils auront 80% ou 90% de leur territoire. Bon. Les Russes ne vont plus les toucher parce que ce sera garanti par l'OTAN et les États-Unis, évidemment, qu'on ne peut pas agresser l'État, comment dirais-je, neutre que devient l'Ukraine. Voilà. C'est ça le contenu final. Et je veux bien parier que c'est comme ça que ça va se passer. Mais en termes territoriaux, quel sera l'accord territorial? L'Ukraine gardera son intégrité territoriale ou elle devra renoncer à la Crimée, au Donetsk et à certaines régions de l'Ukraine? Oui, elle va devoir renoncer à la Crimée, ça c'est sûr, et elle va renoncer également à une partie de ce qui est à l'heure actuelle occupé par les Russes, c'est-à-dire, en fin de compte, si on enlève l'Ukraine, si on enlève la Crimée, il y a 10% du territoire maximum qui échappe au contrôle de M. Zelensky. Pas mal, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Bon. Et inutile d'ajouter, il l'a parfaitement dit, Sachs, le prix que ça a coûté à la population ukrainienne, en réfugiés, en morts, en blessés, en déplacés, etc., c'est la situation idéale pour les États-Unis. C'est ce qu'on appelle en anglais a proxy war. Je te paye, tu te bats, tu meurs, et moi j'attends. Voilà. Qui d'autre? Oui, jeune homme. Bien fort.
On a parlé du fait que la proposition de l'adhésion de la Géorgie et de l'Ukraine à l'OTAN en 2008 a été un franchissement d'une ligne rouge pour les Russes. Et donc du coup, ce qui pourrait expliquer leur engagement dans la guerre. Mais on a vu aussi un discours de Vladimir Poutine sur vouloir aider les russophones d'Ukraine. Est-ce qu'il ne peut pas se servir de, par exemple, cette demande d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN comme d'un prétexte pour alimenter son discours de vouloir aider les russophones ukrainiens? C'était carrément bousculer les Russes en disant votre ligne rouge, on s'en fout. C'est comme ça que ça a été perçu du côté des Russes. C'est pour ça qu'il y a eu une guerre que les Géorgiens ont perdue. Et en ce qui concerne l'Ukraine, je veux dire, ça a été par tir-bise. Et en définitive, en 2004 et surtout en 2014, les Américains se sont installés sérieusement. Et qu'est-ce qu'ils ont fait entre 2014 et 2022? Ils ont formé l'armée ukrainienne pour un futur combat qui est venu, effectivement. Ils ont formé pas loin de 700 000 types. Voilà. Qui d'autre? Ouais, bien fort, hein? Je voulais savoir pourquoi les États-Unis n'avaient pas... Je vous entends pas bien, je suis légèrement sourd d'oreille. Je voulais savoir pourquoi les États-Unis n'avaient pas intérêt à conserver donc, ce qu'ils font actuellement en Ukraine, c'est-à-dire laisser patauger la guerre, pour garder leur monopole économique, comme vous l'avez dit, sur l'Europe. Je ne peux pas lui passer le micro. Il fait semblant, il n'entend pas. Il fiche les compliments, c'est ça. Donc désolé, je voulais juste savoir si les États-Unis avaient, comment dire, s'ils pouvaient garder leur monopole économique sur justement l'Europe en laissant patauger la guerre en Ukraine, est-ce que ça avait vraiment un intérêt pour eux même après les élections? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que pour l'instant, ils sont les numéros 1, ils ont l'intention de rester. Et du point de vue économique, il y a longtemps qu'ils n'ont pas été aussi puissants. Il y a un déclin de l'Occident, mais le déclin, ce n'est pas le déclin des États-Unis, c'est le nôtre, l'Europe. Depuis 1945, nous n'avons fait que baisser. On n'a aucune victoire à notre actif, sauf une. Si je pose la question, vous n'allez pas pouvoir me répondre laquelle, mais je voulais le dire. La construction européenne, quand même. C'est Madame Thatcher au Malawi. C'est tout. N'importe quoi qu'on a fait d'autre, on n'a pas réussi. Alors que les États-Unis, ils n'ont pas remporté beaucoup de victoires, mais en tout cas, ils ont un capital indiscutable, un dynamisme que nous n'avons pas. On a tout imité, tout imité de ce que font les Américains, tout imité, sauf l'essentiel. L'esprit d'entreprise, le dynamisme, la capacité de changer. Bref, voilà. Par rapport à ça, nous sommes restés conservateurs et voilà pourquoi, sur le plan économique, ils sont infiniment plus performants que nous. Et je voudrais réagir, à ce que vous avez dit tout à l'heure, que la guerre en Ukraine... puisque vous avez le micro. Que la guerre en Ukraine s'arrêterait avec l'élection de Donald Trump, sûrement. Et donc, pour quelle raison Donald Trump devrait arrêter ce ravitaillement, donc pour stopper du coup ce monopole qu'il a en Europe? Pourquoi ils vont arrêter la guerre? Oui, parce que du coup, ça les Parce que lui estime que l'objectif essentiel, le rival numéro 1 des États-Unis s'appelle la Chine et pas la Russie. Voilà. Et on se trompe d'adversaire. Qui d'autre? Encore une question ou deux? La question à Gérard Chalian, parce qu'il a encore plusieurs colos et plein d'émissions, donc jusqu'à 3h du matin. Et à 6h, il est debout. Non, mais non, il est Gérard Chalian, c'est extraordinaire ce garçon. Pas d'autres questions? Jeune fille. C'était pas une question, c'était juste pour vous dire merci. Pardon. C'était pas une question, c'était juste pour vous dire merci d'avoir nuancé en mettant en parallèle la Russie et aussi le fait que c'est pas tout blanc et tout noir. Quoi. Merci beaucoup, ça prouve que j'ai pas perdu mon temps. Voilà, non pas du tout. Merci. Merci. Bon, merci beaucoup.